Bienvenue à Cogito, l'émission qui fait la lumière sur la recherche et la création étudiante à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Cette semaine, nous parlons de culture et d'agriculture. Meira Saint-Laurent étudie en profondeur la construction de la musique métal. Nadia Baudry questionne la pensée créative grâce à des groupes de discussion philosophique. Et Marie-Noëlle Thivierge explore de nouvelles plantes qu'on peut cultiver au Québec pour produire de l'éthanol. Bonjour, je m'appelle Meira Saint-Laurent. Je suis étudiante au doctorat en musicologie de la musique populaire à la Faculté de musique. Mes recherches portent en fait sur la musique métal et plus spécifiquement, je m'intéresse à la faculté que la musique métal a de raconter un récit. La musique métal peut vraiment sembler être une brutalité, une violence décousue, mais pourtant, c'est une musique extrêmement bien construite. Moi, je conçois vraiment la musique métal comme un récit où, à ce moment-là, le chanteur va interpréter un personnage, souvent fantastique, pour nous raconter une histoire irréelle, une histoire fictive. Et moi, je m'intéresse à la manière dont la musique et les paroles vont être fusionnées ensemble pour créer un récit. Pour analyser une chanson métal, je vais m'intéresser à la structure du texte, mais aussi à la structure de la musique. Par exemple, pour mon mémoire de maîtrise, je me suis intéressée au récit de la chanson « When the Joyful Dead Are Dancing » du groupe québécois Unexpect. C'est un groupe de métal, on peut dire, qu'on pourrait qualifier d'expérimental. Et en fait, dans cette chanson-là, quand on regarde les paroles, on s'aperçoit que la chanson traite d'une histoire d'amour un peu grotesque entre deux morts-vivants. Et cette histoire-là va s'échelonner de la demande en mariage jusqu'à la cérémonie de mariage. Comme moi, je n'avais pas de partition, j'en ai construit une à l'aide d'un outil qui s'appelle le schéma segmental. Donc, le schéma segmental agit un peu comme une carte géographique de la chanson et va nous permettre de mieux nous orienter dans la structure. Donc, on voit en premier deux axes horizontaux. Donc, ces deux axes-là nous permettent de suivre la progression de la chanson dans le temps avec le minutage et au-dessus avec les grandes sections qui nous permettent d'identifier la forme, les couplets. Ensuite, toutes les nombreuses petites lignes verticales qu'on voit vont nous permettre de nous donner plein d'informations sur, par exemple, la pulsation, les changements de métrique ou les interventions des différents personnages, l'apparition des patrons mélodiques. Donc, si on s'intéresse un petit peu plus au récit de cette chanson-là, dès les premières secondes, l'auditeur est vraiment happé dans une espèce de frénésie instable qui est retransmise tant dans le texte que dans la musique. Donc, tout d'abord, si on s'intéresse un petit peu plus à la structure de cette première minute-là, on s'aperçoit, autant en regardant le texte que la musique, qu'elle peut être divisée en 4 grandes séquences d'événements, 4 grandes séquences narratives. Chaque séquence narrative va être en lien avec un couplet précis. Donc, le couplet A va correspondre à la demande en mariage. Le couplet B va correspondre à l'évocation d'un bouquet de fleurs cueillies dans les égouts. Le C, à la fabrication d'un gâteau de noces par la communauté des morts-vivants. Et le couplet D, par l'écriture d'un poème d'amour un peu morbide. Tous ces éléments narratifs-là qui sont présentés un après l'autre vont accroître la frénésie de la chanson parce qu'il y a énormément de substance qui est présentée dans la première minute. Et tous ces éléments-là narratifs sont également très bien mis en scène musicalement, autant par la musique que par le texte. Musicalement, par exemple, il y a énormément de fluctuations rythmiques entre chaque section. Et les interventions de chacun des personnages sont très différentes d'une section à l'autre pour qu'on comprenne les changements narratifs. Mais l'élément le plus intéressant, à mon sens, c'est les patrons mélodiques. En fait, un patron mélodique, c'est une série de notes qui se répètent et qui se suit tout le temps. Par exemple, le patron mélodique numéro 2 qu'on peut voir va vraiment contribuer à accroître le sentiment d'impulsion de la chanson, mais aussi à accroître l'instabilité. En fait, le patron est joué extrêmement rapidement en boucle, donc va engendrer un sentiment d'impulsion. Mais en fait, ce sentiment-là d'impulsion va être complètement démantelé parce que ce sont les temps faibles qui vont être accentués à chaque fois. Ta-ta-ra-ta-ta, ta-ta-ra-ta-ta. Donc, on voit vraiment qu'il y a une impulsion, mais en même temps, cette impulsion-là est
diminuer à cause du temps faible qui est accentué. Un autre élément aussi qui est très, très important à mon sens, c'est le texte et les paroles, parce que le texte et les paroles vont également renforcer la frénésie et l'instabilité dans la chanson. Donc, la première minute de la chanson, en fait, se déroule vraiment entre nos deux protagonistes principaux. C'est un dialogue. Comme on le voit dans le texte, c'est un dialogue où les voix s'entrecoupent, se chevauchent, s'interrompent. On le voit avec les points de suspension, les points d'exclamation dans le texte. Mais musicalement, c'est très bien rendu parce que le débit de parole est très, très rapide. Les intonations vocales et le timbre aussi de la voix va également retransmettre la fébrilité. C'est un texte qui est tapissé d'humour noir, donc encore une fois, l'intonation aussi des paroles vont renforcer tout cet aspect-là. L'étude de cette chanson-là de Unexpect m'a vraiment mieux aidé à comprendre l'esthétique de ce groupe-là. Et en fait, moi, je vois vraiment une corrélation avec l'esthétique du cinéaste Tim Burton, qui aborde un peu la mort de la même façon, avec la même sensibilité esthétique éclatée. Pour mon mémoire de maîtrise, j'ai analysé 4 chansons et on peut vraiment trouver là, des éléments communs à chacune de ces chansons-là. Donc, tout d'abord, ces chansons-là vont vraiment participer à la construction d'un récit transgressif parce qu'elles vont volontairement repousser des limites socialement établies. Des limites socialement établies par leur sujet, parce que chacune des chansons parlait, par exemple, de la mort, de l'apocalypse, de l'amour entre les morts vivants. Et aussi par leurs usages musicaux, parce qu'elles sont complètement à l'opposé des usages musicaux de la musique classique ou de la musique populaire. Et l'autre élément qui est ressorti, c'est que, en fait, la musique métal demeure coupée du quotidien. Donc, c'est vraiment une construction d'un univers fantastique. Et à ce moment-là, aborder un sujet transgressif, un sujet qui peut paraître dérangeant, n'a plus du tout la même portée. C'est comme un film d'horreur. Quand on regarde un film d'horreur, on sait que les images qu'on voit ne sont pas vraies. Mais c'est la même chose avec la musique métal. La seule différence, c'est que ce ne sont pas des images qui sont utilisées, ce sont des sons. Cette année, je commence mon doctorat et je veux continuer à travailler sur le récit parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Par contre, je veux mettre le récit en contexte socialement. Donc, je vais aller voir les musiciens pour comprendre comment eux construisent le récit, c'est quoi leur intention derrière chacune des compositions qu'ils font. Et je vais aussi mettre le récit en contexte avec les amateurs. Donc, comment eux le reçoivent, ce récit-là? Qu'est-ce qu'ils en comprennent? Je vais m'intéresser à la musique qui est créée au Québec, donc la scène métal québécoise, parce que ça va être beaucoup plus simple d'avoir accès autant aux musiciens qu'aux amateurs. Et en même temps, il n'y a aucune thèse de doctorat jusqu'ici qui a été créée sur la musique métal québécoise, donc je crois que ça vaut la peine de travailler le sujet, là. La scène métal québécoise est en très grande santé. Il y a plusieurs groupes qui sont connus sur la scène internationale qui proviennent du Québec, dont Voivod, Gorguts, les deux plus gros, Cataclysm, Cryptopsy. En fait, la musique métal québécoise est très bien vue sur la scène internationale et elle va se distinguer par sa grande originalité parce qu'en fait, chaque groupe va réussir à avoir sa sonorité spécifique. L'analyse universitaire peut apporter beaucoup à la musique métal. Par exemple, on va être plus en mesure d'expliquer pourquoi, à l'écoute d'une chanson, certains sentiments sont ressentis plutôt que d'autres. Pourquoi, dans une certaine partie du monde, un style musical, un style métal va émerger plutôt qu'un autre. Donc, c'est toutes des questions qui sont très pointues, que les universitaires sont capables d'amener à l'avant-plan, puis qui va permettre de mieux connaître cette musique-là, qui est souvent moins bien comprise. Bonjour, mon nom est Nadia Baudry, je suis étudiante à la maîtrise en philosophie et plus particulièrement en philo pour les enfants. Ma recherche porte sur la pensée créative en philosophie pour l'enfant. Moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est comment est-ce que la pensée créative agit dans une communauté de recherche philosophique? Qu'est-ce qu'elle change? Qu'est-ce que sa présence apporte qu'elle seule peut apporter?
Parce qu'au fond, la communauté de recherche philosophique, c'est un peu comme une recette. C'est une grande marmite où on a différents ingrédients qui entrent en interaction pour faire un beau dialogue qui soit stimulant, qui soit intéressant pour tout le monde, qui soit constructif aussi. Et puis, dans cette grande marmite-là, on a la pensée créative, on a la pensée critique, on a d'autres formes de pensée aussi. Mais qu'est-ce que la pensée créative apporte? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que ça change? Une communauté de recherche philosophique, c'est un endroit où on se pose des questions. Tout d'abord, c'est fait pour ça. Le texte est bourré d'allusions philosophiques. Il y a des conflits là-dedans, des choses qui sont qui sont problématiques. Donc, c'est là pour nous inspirer, nous questionner. Une fois la lecture terminée, la lecture qui est faite en commun, à voix haute, pour qu'on puisse partager ensemble, on est dans un moment où, là, on crée les questions. Alors, par exemple, est-ce que c'est bien de tuer les animaux pour manger? Ou même, est-ce que c'est acceptable de tuer les animaux pour manger? On va proposer des points de vue. On va proposer des exemples, on va proposer des contre-exemples, on va contextualiser. Alors ça, c'est le cœur de l'enquête qui se déroule à ce moment-là. Donc là, chacun propose ce qu'il a à dire, propose d'abord son propre point de vue, mais ensuite va pouvoir dire également, bien en fait, je suis pas d'accord avec le point de vue de l'autre, ce que toi t'as dit, ou je suis d'accord, ou il me semble qu'on est en train de passer à côté de la question, ou en fait, on a déjà répondu à la question, mais d'abord, c'est parce qu'il y a une autre question qui se pose. Donner des exemples, formuler des hypothèses. On essaie vraiment de répondre à la question, puis là, on se rend compte que c'est pas facile, que vraiment le chemin est riche, qu'il y a beaucoup de choses à dire, que c'est pas évident. Mais sur le chemin, on a découvert plein de choses, on comprend mieux le sujet, on voit mieux quels sont les enjeux, on a des points de repère pour réfléchir à cette question-là. Une fois ce moment-là terminé, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les observateurs qui sont là, en fait, pour regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la logique. Comment est-ce que la recherche s'est déroulée mécaniquement? Un tel a formulé une hypothèse à un tel moment, et puis ça a fait de boule de neige. Tout le monde l'a repris. Quelqu'un a essayé de proposer une hypothèse meilleure, ça n'a pas marché. Un tel a donné un contre-exemple tellement frappant qu'après, on était obligé de changer de cap complètement parce qu'on était déboussolés. Il faut qu'on sente qu'on peut s'exprimer. Si on a peur de dire ce qu'on pense, en partant, la soupe est ratée. Il n'y a rien qui va se passer. Il faut vraiment que les participants sentent que ce qu'ils vont dire sera accueilli. On va essayer de l'inclure, on va essayer de creuser, mais en tous les cas, on va l'accueillir. Puis si on ne le réutilise pas, ça ne sera pas grave. La philosophie pour enfants, ça a été inventé pour le système scolaire. Ça a été inventé comme une matière qui devrait s'ajouter au cursus, non pas pour ajouter une somme de connaissances, comme par exemple pourrait le faire l'histoire, par exemple, mais plutôt pour venir mettre en relation tout ce qui est déjà là et permettre à l'enfant d'adopter un regard critique sur tout ce qu'il apprend à l'école et aussi faire sens, avoir du sens avec son cheminement scolaire. C'est-à-dire relier les matières entre elles, poser des questions sur l'ensemble, mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on apprend ci, on apprend ça, avoir des questions de fond. On dit philo pour enfants, mais en fait, c'est vraiment pas que pour les enfants. Il peut y avoir des gens de tous les âges. On peut faire des groupes de recherche avec des aînés, avec des plus jeunes, avec des adolescents, avec des adultes, avec un groupe multigénérationnel. Vraiment, tout est possible. L'intérêt de lire Schiller, ce que je fais dans le cadre de mon mémoire, c'est vraiment pour essayer d'aller comprendre sous un autre angle la pensée créative. Schiller ne parle pas de créativité. En fait, même le mot de créativité n'existait pas à son époque. Schiller va plutôt parler d'une éducation esthétique. Mais par là, il va quand même faire appel à des notions qui se rapprochent à toutes sortes de choses qu'on peut aussi associer à la pensée créative. Alors du coup, on peut se demander si ces similarités-là vont pas nous apprendre plus comment ça fonctionne, la créativité. Schiller, c'est un Allemand qui a vécu dans la deuxième moitié du 18e siècle. C'est pas seulement un philosophe, c'est aussi un poète et un dramaturge. Quand il était adolescent, il a étudié la médecine dans une académie militaire. Alors pour lui, en fait, l'être humain manque d'harmonie dans sa vie de tous les jours. On est dans une société qui demande de plus en plus la spécialisation. La personne est appelée à jouer un rôle social très défini, très restreint. Et puis l'être humain, en fait, il semblerait que peut-être ça ne fonctionne pas comme ça, que chacun d'entre nous a besoin de faire plusieurs choses dans sa vie, des choses différentes, pour s'épanouir sur plusieurs aspects. Schiller ne nous donne pas de méthode concrète pour la mettre en route. Il nous dit seulement les grands principes qui la sous-tendent, en tant que bon philosophe cette fois-ci. Il nous parle de deux instincts que l'être humain devrait apprendre à surpasser pour être dans une zone de liberté, une zone de jeu qui nous permet d'être créatif.
Et ces deux instincts-là, il y a d'abord l'instinct formel, il l'appelle ainsi. C'est notre manière humaine à nous de poser des cadres, de mettre des balises, parfois un peu trop, ou parfois de manière à nous empêcher de voir au-delà. Donc, ça nous bloque. Et le second instinct, c'est l'instinct sensoriel. Alors, notre tendance très humaine aussi à être perdu dans notre petit monde, à être très absorbé dans nos soucis de la vie quotidienne. Alors ça, c'est un autre obstacle au fait qu'on puisse penser librement à être créatif. Alors ces deux choses-là mises ensemble, quand on les surpasse, on arrive dans une zone de jeu, une zone de liberté où là, on peut se permettre d'imaginer, d'être créatif, d'aller plus loin. Pour lui, c'est ça la base. Ce que l'éducation esthétique sous-tend, en fait, c'est l'ouverture d'esprit, c'est le jeu, c'est le fait de voir plus loin, c'est la réceptivité aussi, c'est de sentir d'autres réalités, c'est de permettre d'écouter, d'être réceptif, de voir autre chose, d'absorber tout ça en s'oubliant là-dedans, en oubliant nos conventions, nos connaissances, nos soucis. Et puis, c'est avec tout ça d'être dans un milieu où peut-être on est en pensée créative. C'est ce que j'explore dans mon mémoire. Les liens sont tout à tracer. Mais qu'est-ce que ça donne à l'individu de développer l'ouverture, le jeu, la capacité de s'extraire de ses contraintes, d'être sensible à toutes sortes de choses? Eh bien, une des choses que ça peut créer, c'est le fait d'être plus en contact avec son ressenti personnel. On est plus à même de mieux sentir les choses, de mieux comprendre notre relation avec ces choses-là. On comprend mieux nos propres perceptions, on les sent mieux. S'épanouir, selon certaines définitions, ça signifie faire atteindre à une chose ou à un être son plein et harmonieux développement. Maintenant, est-ce que la pensée créative est la seule manière de s'épanouir, la seule manière de ramener l'harmonie? Je n'irai pas jusque-là. Je pense que ça peut varier énormément selon les contextes. On est dans un monde où le savoir, la connaissance, c'est très, très valorisé. On aime ça savoir que les autres savent et on aime ça montrer qu'on sait nous aussi. Mais en fait, en philosophie pour enfants et dans les communautés de recherche, ce qui crée le dialogue, c'est la question et pas la réponse. Mais une fois qu'on renverse ce rapport-là, il y a quelque chose de créatif qui se crée. Mais tant qu'on n'a pas encore compris ça en tant que groupe, il y a un obstacle sérieux à la créativité là qui est en route. On n'est pas en train de s'ouvrir les uns aux autres. On est en train de chacun monter sur un piédestal. Mon nom est Marie-Noëlle Thivierge et j'en suis à la dernière année de mon doctorat en biologie végétale au département de phytologie de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Mon projet de recherche porte sur l'évaluation environnementale de la production d'éthanol à partir de sorgho sucrés et de millet perlé sucré. Au Québec, on produit déjà de l'éthanol, mais à partir des grains de maïs. On utilise 10 % de notre production de maïs qui va être transformée en éthanol pour être mélangée à l'essence qui fait rouler les voitures. Cependant, la production de maïs, ça demande énormément de fertilisants, notamment l'azote qui est utilisé pour la croissance des plantes. L'azote, c'est un polluant en agriculture qui va se retrouver dans l'eau, dans l'air, puis sa fabrication va demander énormément d'énergie, ce qui va émettre des gaz à effet de serre. Pour ces raisons-là, les avantages de la production d'éthanol à partir du maïs sont limités. Le millet perlé sucré puis le sorgho sucré, ce sont deux cultures récemment adaptées aux conditions du Québec. Elles ont l'avantage de produire une sève très, très sucrée qui peut facilement être transformée en éthanol. Puis, une fois la sève extraite pour faire de l'éthanol, le résidu qui nous reste après pressage est utilisé pour nourrir les bovins. Donc, on garde un usage agricole de nos terres. Puis, comme ce sont des plantes qui viennent de régions plus arides, mais elles sont adaptées aux températures sèches, aux sols plus pauvres, donc on n'est pas obligé de les cultiver sur nos meilleures terres, ce qui limite la compétition entre la production d'énergie et la production de nourriture. Alors, l'intérêt de produire de l'éthanol, il vient de deux raisons. Premièrement, au niveau mondial, les réserves de pétrole diminuent, alors que la demande en énergie augmente. Puis, en plus, l'utilisation de ce pétrole-là, dans nos voitures, par exemple, ça va émettre beaucoup de gaz à effet de serre, ce qui va contribuer au changement climatique. En agriculture, on est particulièrement touché par cette problématique-là. Premièrement, parce qu'on est très dépendant du pétrole, que ce soit par la consommation de carburant, d'engrais, les déplacements, le transport, mais aussi parce qu'en produisant de la biomasse agricole, bien, on fait partie de la solution. On peut contribuer à produire de l'éthanol, donc à régler une partie du problème. L'éthanol, c'est produit à partir de la fermentation des sucres qu'on retrouve dans les végétaux.
Ces sucres-là peuvent se trouver, par exemple, dans la sève, dans le cas du millet et du sorgho sucré, ou dans les grains, dans le cas du maïs. Pour produire l'éthanol, on doit donc extraire ces sucres-là, puis on ajoute des levures qui, en l'absence d'oxygène, vont faire une fermentation qui va produire l'éthanol. C'est un alcool, le même alcool qu'on retrouve dans les boissons alcoolisées. En fin de processus, il suffit donc de faire une distillation, c'est-à-dire de concentrer l'alcool en le séparant de l'eau. On s'est intéressé au millet perlé sucré et au sorgho sucré parce que ce sont deux plantes qui ressemblent énormément à la canne à sucre, qui est beaucoup cultivée au Brésil pour produire l'éthanol, mais qui ne peut pas être cultivée dans notre climat. Le millet perlé sucré et le sorgho sucré, ce sont des plantes qui ont été adaptées aux conditions du Québec. Elles viennent de régions plus chaudes, mais sont maintenant adaptées à notre climat. Puis, leur intérêt, c'est la grande concentration de sucre dans leur sève. Je pense que c'est important de mentionner qu'au Québec, il y a plusieurs plantes qui ont du potentiel pour produire de l'éthanol, puis que c'est souhaitable qu'on utilise plusieurs plantes de familles botaniques différentes afin de favoriser la biodiversité. Au Québec, la réglementation prévoit présentement un contenu minimum de 5 % d'éthanol dans l'essence. C'est la même norme qui prévaut dans les pays de l'Union européenne, puis aux États-Unis, c'est 10 %. Toutes les voitures conçues depuis 2001 peuvent supporter un niveau d'éthanol de 20 % dans l'essence sans problème. Donc, ce qui nous limite, ce n'est pas la capacité de réception des voitures, mais plutôt notre capacité à produire de l'éthanol dans une perspective de développement durable, c'est-à-dire en utilisant intelligemment nos ressources, notamment les terres agricoles. Présentement, pour répondre à l'exigence de 5 % d'éthanol dans l'essence, on doit importer de l'éthanol des États-Unis, ce qui est discutable sur le plan environnemental. Donc, ce qui serait souhaitable dans le futur, c'est qu'on arrive à produire localement l'éthanol qu'on utilise pour nos voitures. Le fait de mélanger de l'éthanol à l'essence, ça ne va pas changer les émissions qui viennent de la voiture. Donc, la voiture va avoir un rendement similaire, puis il va y avoir du carbone qui va être émis dans l'atmosphère. Ce qui fait une différence, c'est que ce carbone-là, qui provient de l'éthanol, où il a été pris au départ, c'est les plantes qui l'ont pris dans l'atmosphère puis qui l'ont fixé au moment de la photosynthèse. Donc, ce carbone-là va simplement retourner à l'atmosphère d'où il venait au départ, ce qui fait un cycle fermé. Alors que l'essence, les carburants fossiles qu'on utilise, mais c'est du carbone qui était emprisonné dans les profondeurs de la Terre depuis des millions d'années, puis qu'on extirpe à une vitesse fulgurante, puis qu'on envoie dans l'atmosphère. Donc, c'est ça qui va contribuer aux gaz à effet de serre et donc au réchauffement climatique. Au Québec, on produit du maïs pour différents usages. Il y a du maïs qui sert à l'alimentation humaine, il y a beaucoup de maïs qui sert à alimenter les animaux, puis il y a 10 % de notre production de maïs qui sert à produire de l'éthanol. Donc, l'objectif de mon projet, c'est de pouvoir donner des alternatives aux agriculteurs pour ce 10 % de nos champs de maïs qui servent à produire de l'éthanol. Donc, qu'on puisse remplacer ce maïs-là par d'autres cultures qui ont un moindre impact sur l'environnement. L'objectif principal du projet, c'était d'établir la dose d'azote qui permettait d'obtenir les meilleurs rendements en millet perlé sucré et en sorgho sucré pour produire de l'éthanol. Avec les recherches, on a découvert que le millet et le sorgho ont besoin de 20 à 40 % moins d'azote que le maïs pour produire une quantité d'éthanol presque équivalente. Donc, moins d'azote, ça veut dire moins de pollution, moins d'impact environnemental. Dans la prochaine année, il va nous rester à faire les calculs afin vraiment d'établir l'efficacité énergétique de ces cultures-là et de pouvoir les comparer entre elles. Quand on dit que ces plantes-là ont été adaptées à notre climat québécois, ce qu'on veut dire, c'est qu'en fait, on est parti des plants qui poussaient naturellement en Afrique ou en Asie, puis on a fait des croisements, toujours en sélectionnant les plantes qui pouvaient être cultivées dans un moins grand nombre de jours, puis aussi en sélectionnant les plantes qui contenaient le plus de sucre dans la sève. Donc, on est arrivé avec des variétés qu'on peut cultiver ici dans notre saison de culture, qui est beaucoup plus courte là, que dans d'autres pays. La raison pour laquelle ces plantes-là ne sont pas encore beaucoup cultivées au Québec, c'est que comme elles ont été récemment adaptées à nos conditions, il faut apprendre à les cultiver dans notre climat. Donc, présentement, on fait de la recherche pour déterminer la meilleure date de semis, les meilleures quantités d'engrais à appliquer, les herbicides, et aussi au niveau de l'équipement de récolte pour savoir comment les récolter et comment les presser pour en extraire la sève. Dans ce projet de recherche, on a cultivé du millet perlé sucré et du sorgho sucré durant 2 saisons de culture et à 2 sites différents. On avait un site près de Québec, à la ferme expérimentale de l'Université Laval à Saint-Augustin-de-Desmaures, puis un site près de Montréal, à la ferme du campus McDonald de l'Université McGill. On a appliqué différentes doses d'azote au millet perlé sucré et au sorgho sucré afin de voir quelle dose d'azote permettrait d'avoir les meilleurs rendements.
En plus du travail qui a été fait au champ puis des analyses qui ont été effectuées dans les laboratoires d'agriculture et agroalimentaire Canada, la majeure partie du travail consiste à faire des calculs pour établir le ratio énergétique de ces plantes-là, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui est produite sous forme d'éthanol par rapport à toute la quantité d'énergie qui a été nécessaire pour produire cet éthanol. Ça part de la production au champ, donc les engrais qu'on a utilisés, les pesticides, le transport de la récolte et la transformation en éthanol. Donc ce ratio-là va être très utile pour vérifier l'efficacité énergétique à produire de l'éthanol à partir de ces plantes-là. Pour apprendre à faire ces calculs-là, qui sont basés sur une approche d'analyse du cycle de vie, donc tout le cycle de production, je suis allée faire un stage de 6 mois au Danemark, un pays qui est spécialisé dans ce genre de calculs. Avec mes résultats de recherche, j'espère être en mesure d'informer les agriculteurs au Québec et les conseillers agricoles afin qu'ils soient mieux outillés pour ajouter ces cultures-là à leur rotation de culture. Mais j'espère aussi donner une information aux décideurs afin qu'on développe les bioénergies au Québec dans une perspective qui soit respectueuse de l'environnement. Mon plus grand souhait, ça serait de faire carrière comme professeur, ce qui me permettrait d'enseigner, donc de diffuser les résultats de recherche, mais aussi de continuer ces recherches-là dans le domaine de la production végétale et des bioénergies. Toutes les émissions de Cogito sont disponibles sur ulaval.tv. Merci d'encourager la recherche et la création étudiante des cycles supérieurs de l'Université Laval.